Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du live action de One Piece, épisode 3 à 5 ou 6, je sais plus, je les ai enchaînés, je vous avoue là, c'est tellement prenant, c'est tellement bien fait que oui, j'ai enchaîné. Là, je suis au niveau de l'arc Usopp, donc je l'ai terminé, donc on va parler de cet arc incroyable qu'est l'arc Usopp, parce qu'il s'est passé des choses aussi, donc par rapport à Kuro, par rapport à Kaya, par rapport à tout cet univers qui a été fait en live action qui est assez incroyable, hein. Bon, déjà, on va parler du décor, parce que c'est ça qui m'a le plus marqué. On se croirait vraiment dans Charlie et la chocolaterie ou dans un truc comme ça, quoi. Tu vois, dans un autre décor complètement différent de One Piece. Et là, on est dans un monde, ouais, Alice au pays des merveilles, tu vois. Tu sais, les décors un peu, tu sais, la riche Kaya qui a son domaine et qui est vraiment extraverti parce que tu vois qu'il y a des arbres bizarres, des éléments bizarres, des deux majordomes un peu bizarres. Même le personnage, hein, le méchant, là, Kuro, il est bizarre. Il a une tête, tu te dis, mais est-ce qu'il est réel ? Il vient d'un monde fantastique, tu vois. Donc, tu es entraîné dans un autre univers et qui est différent de One Piece, mais qui est très prenant et qui te met vraiment dans l'ambiance. Après, on va parler du personnage d'Usopp qui est censé être avec un long nez. Moi, ça ne me dérange pas, effectivement. Et c'est un Renoir assez respecté. Et évidemment, comment il est joué, bah, c'est magnifique. Parce que en même temps, on te redescrit vraiment la scène du menteur. Parce qu'à la base, s'il avait le long nez, c'était par rapport à Pinocchio. Pinocchio qui ment, du coup, son nez s'allonge, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'Usopp a le long nez. Donc là, il n'y a pas cette caractéristique. Usopp n'a pas le long nez. Et c'est d'ailleurs ça qui fait bizarre. Parce que du coup, c'est un Renoir normal qui ne fait que mentir. Donc personne ne le croit, forcément, il annonce que des pirates vont revenir, mais personne ne le croit, tout le village est contre lui, et maintenant qu'il y a un véritable problème, eh ben, bah, personne ne le croit. C'est un peu une des fables de La Fontaine, là, je sais plus laquelle, où il faut pas tout le temps mentir, ou je sais plus c'est quel truc. Enfin, bref, là, je suis sous l'émotion, hein. Le loup qui ment, le loup va venir, tout le monde, personne ne le croit, et au final le loup vient, bref. Usopp, c'est un peu ce personnage. Mais voilà, au final, on voit qu'il y a les amis de Luffy et tout qui arrivent dans ce milieu et tu vois vraiment qu'il y a une intrigue. N'empêche que ça a duré, n'empêche 3 épisodes ou 2, je sais plus. Mais bref, par rapport aux autres épisodes, j'ai trouvé qu'ils se sont vraiment attardés sur ce passage, sur cet arc, parce que les autres, par rapport à Baggy, je trouvais que c'était plutôt rapide, et Alvina et les autres encore plus, mais là, ils se sont vraiment attardés pour faire une petite mise en scène avec un Kuro qui est machiavélique, qui fait des coups en traite, tu vois, le côté manipulateur, où il essaye d'obtenir la richesse de Kaya, et qu'il est vraiment sournois avec ses deux acolytes qui sont en même temps un peu drôles, hein. Tu vois les gros chats qui sont là et qui se disent mais qu'est-ce qu'on fait avec le gros bourrin. Il y a quelque chose qui m'a un peu déçu aussi, ou plutôt c'est pas vraiment décevant, mais c'est par rapport à ce qu'il y avait précédemment, c'est que tu voyais qu'il n'y avait pas de censure. Tu voyais que clairement Zoro, on connaît le niveau de puissance de Zoro, quand il a battu le numéro 7 de Baroque Works, il a coupé en deux. Moi je m'attendais à que contre ces deux-là, les deux sbires de Kuro, bah vas-y, découplez, hein. Non, en fait, il les a juste battus pour qu'ensuite la marine les capture. Donc tu vois que vraiment, ce sont quand même des pirates, mais au final, depuis que Zoro est rentré dans l'équipage du chapeau de paille, il ne tue pas. Petite remarque à remarquer, parce que, en effet, avant, c'était un véritable tueur qui tuait des pirates juste pour la prime. Là, il semblerait qu'il soit devenu gentil parce que c'est un peu la philosophie de Luffy, c'est de tabasser des ennemis adverses, mais il ne les tue pas. Il laisse ensuite la marine les capturer parce qu'au final, la justice, c'est vraiment la marine qui s'en charge. Et d'ailleurs, on a cette émancipation de Kobe par rapport à son ami la fraude là, le fils de Morgans. D'ailleurs depuis qu'il est là, le fils de Morgans, voilà, il sert vraiment à rien, il fait vraiment le boulet jusqu'au bout. Mais bref, on voit que Kobe, il s'entend très bien avec le vice-amiral, le grand rival de Roger, je veux bien parler de Garp, et qu'au final, il y a un véritable parallélisme entre les deux. Tu vois que Garp prend en charge Kobe et son équipe, mais il tient vraiment absolument à former Kobe tel qu'il l'entend parce qu'il a détecté chez lui un potentiel énorme qui fera de lui le héros de la marine. Donc tu as vraiment ce parallélisme entre les deux, le maître et l'élève. Donc actuellement, bon, si vous n'avez pas suivi les scans, c'est pas grave, mais Kobe a dépassé son maître Garp en termes de puissance. Oui, je le dis! Je le dis! Donc voilà, les fans de Garp, ils sont déçus. Non, c'est pas possible que Kobe soit meilleur que Garp. Eh ben si, les amis.
Si, parce que c'est le but de Garp. C'est le but de Kobe également. C'est que l'élève dépasse le maître et c'est pour ça qu'il l'a pris en charge. Donc c'est pour ça qu'il y a ce parallélisme et il y a ce lien entre Kobe et Garp et qu'au final, tu vois que Kobe, là, il arrive intellectuellement à battre déjà Garp et que actuellement, il arrive à le battre physiquement. Donc il est capable de détruire des choses et faire des gros impacts avec son poing, ce qui fait qu'il devient meilleur que Garp. Mais bref, on va revenir sur ce live action incroyable. Au final, la marine passe encore pour des abrutis. Je suis désolé de dire, mais c'est ça. Parce qu'ils arrivent, ils essayent d'attraper Kuro, ils essayent d'attraper Luffy, mais au final, ils attrapent rien du tout. Hein. C'est la police qui arrive après que tout soit résolu. Hein. Donc finalement, c'est Luffy qui va faire tout le taf. Et tu vois vraiment que Luffy, il termine plus ou moins ses... Il n'y a pas des combats épiques qui durent longtemps pour l'instant. Parce que là, il fait juste une espèce de gomme-gomme, il met un coup et l'autre tombe et puis il se prend 2 coups et il est finito. Donc au final, ce ne sont pas de véritables adversaires pour Luffy. Luffy est nettement supérieur à ses ennemis. Par contre, scénaristiquement, pour pouvoir battre Luffy, pour pouvoir le mettre à l'amende, même Zoro, ils utilisent des subterfuges, des feintes pour pouvoir les neutraliser. Par exemple, Luffy, il a bu du poison entier et au final, il arrive même à s'en sortir après avoir mangé autant de poison. Il a bu toute une casserole entière. Tu voyais que c'était ça qui mettait à mal Kaya et tu voyais qu'il y avait un côté machiavélique. Et je me suis retrouvé dans un truc Disney, plus ou moins, dans un Charlie et la chocolaterie dedans, avec ce scénario-là. Mais Luffy, voilà, ils ont trouvé une feinte et finalement il finit par regerber tout ce qu'il a et on n'a pas le Luffy dans le manga qui a le gros bide parce qu'il est élastique et tout. C'est quand même un peu plus réaliste que dans le manga. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, ce que je trouvais abusé quand même, c'est quand les ennemis neutralisaient les autres, hein, ils les tuent pas. Hein. Zoro par exemple, on le neutralise, on s'en débarrasse en le jetant dans le puits, mais on le tue pas. On lui laisse ses épées en plus. Bon, il y avait la blague de la majordome, alors pourquoi pas, mais bref, en réalité, quand tu as quelqu'un qui est KO comme ça, aussi dangereux, que tu as réussi à avoir par surprise, au bout d'un moment, tu butes, hein. Moi je suis désolé, ou tu l'attaches, la moindre des choses. Tu l'attaches et tu le jettes dans le puits. Le pauvre, voilà, il est enfermé. Mais là, non, tu le jettes clairement dans le puits. Et tout ce qu'ils capturent, eux, les majordomes, c'est de les mettre dans le puits. Genre sans rien, allez hop. Bon après normalement c'est vrai que dans la vraie vie tu tombes dans tel puits, tu meurs. Normalement c'est parce que bon voilà, Zoro c'est quand même un surhomme. Mais bref, très intéressant cette dualité aussi entre Luffy et Nami. Parce que finalement les deux veulent avoir raison pour savoir le mérite, le bateau. Donc ils font un pari. Moi je trouve que cette relation entre Luffy, Nami et Zoro est vraiment très bien. Parce que tu le vois déjà que Nami a ce côté rebelle. Elle veut avoir raison et finalement c'est pas mal. Aussi ce côté Zoro qui a fait fuiter les chiottes, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a lâché dedans, où est-ce qu'elles étaient. Mais en tout cas, la cachette secrète de Nami dans le bateau a commencé à avoir des fuites d'eau et du coup elle a fait non mon escargophone et tout ça. Tu sens que l'histoire de Nami va être décrite par la suite. J'y suis pas encore là, j'ai juste fait l'arc de Usopp. Mais pour l'émancipation de Usopp, je trouvais ça intéressant et au final, il finit avec Kaya. Hein. Il finit avec Kaya, donc finalement, lui, il fait une certaine aventure avec Luffy et finalement, à la fin de l'histoire, dès qu'il aura trouvé le One Piece, je pense qu'il va tout simplement retrouver Kaya et lui raconter toutes ces histoires qu'il a faites. Donc voilà, Usopp, belle vie derrière qui l'attend. Hein. Donc lui, il a déjà toute l'assurance derrière. Et en plus, il est riche, hein, puisque Kaya, c'est une super riche, il faut dire les termes. Donc voilà, elle a tout un château. Et tu vois que vraiment, les pirates sont prêts à tout pour obtenir de la richesse. Ils sont là, ils se font passer pour des majordomes, tout ça, pour des vrais gens qui gèrent ta trésorerie. Mais en fait, non. Ils sont là, non, on va tout te prendre et direct, c'est toi qui as les droits, on va te buter. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est bizarre. C'est pourquoi ils attendent que la meuf ait l'héritage avant de la buter. Parce que ce sont des pirates. En théorie, ils auraient dû faire comme Nami. C'est-à-dire, je la bute et je prends tout le butin. Tu vois, je m'en fous de la loi de ce que cet héritage te revienne. Alors que là, tu vois, si tu attends que l'héritage te revienne et que tu tues la personne officiellement, bah, l'héritage ne te revient pas, puisque tu es le meurtrier, en théorie. Donc, est-ce qu'il essaierait de faire passer ce meurtre sur quelqu'un d'autre? En l'occurrence, il le fait passer sur Luffy, mais ça marche pas, hein. Parce que bon, clairement, on sait que la marine est incompétente et qu'elle trouve rarement le responsable de tous les meurtres et tout. Donc
voilà, au ce niveau-là, bon, il fallait un antagoniste qui cherche à tuer la personne, mais quand il réfléchit, son plan était-il aussi incroyable que ça? Puisque pourquoi est-ce qu'il attend finalement que la personne hérite de son héritage pour pouvoir la tuer? Parce qu'au final, c'est un meurtre, donc si tu te tues, ça te revient pas. Même si t'es celui qui gère la trésorerie, parce qu'il y a un meurtre derrière, il y a une enquête, c'est censé annuler ton héritage, toi qui es le trésorier, te dire non, non, ça marche pas comme ça, monsieur, vous êtes le meurtrier. Parce qu'en général, quand une personne meurt, très souvent l'enquête mène vers ceux qui sont très proches, surtout ceux qui gèrent la trésorerie, tu vois. Donc non. Enfin bon, après, bon, les plans de pirates, hein, des fois, c'est... Bref. Voilà, sinon, Usopp très bien fait, acteur très bien choisi, ça marche toujours aussi bien pour nos amis Luffy, Zoro et Nami. Et Nami, par contre, c'est vrai qu'on la voit moins en avant en train de se battre, parce qu'à un moment donné, elle est cachée avec son bâton, et ils arrivent et font des coups sournois. Là, ça correspond mieux à la Nami que je connais, tu vois. Parce que moi, je vois pas une Nami guerrière qui bat tout le monde, mais bon, on dirait qu'on part sur ce côté où elle bat le bâton et qu'elle bute tout le monde. Bref, ouais, par contre, le combat de Zoro contre les deux sbires, je l'ai dit, hein, normalement, il aurait dû les trancher en deux. J'ai l'impression, des fois, bon, c'est de la chorégraphie de combat, mais on dirait Zoro se retient, j'ai envie de dire. Normalement, en quelques coups, les mecs, ils volent en éclats, hein, ils se font couper en deux. Hein. Normalement, il n'y a pas de « je tape dans le vide ». Des fois, tu vois bien qu'il essaie de taper dans le vide, hein, Zoro. Je suis désolé de le dire. Mais bref, voilà. Et sinon, c'est tout. Hein. Kuro qui fait vraiment peur, qui fait vraiment antagoniste. Pour moi, il est très bien réussi. Il est angoissant, surtout que ça fait un peu film d'horreur. Hein. Quand il plante ses lames et tout, là. Ouais, ça fait film d'horreur, Charlie et la chocolaterie, cette ambiance un peu Disney, un peu, voilà, Tim Burton, hein, allez, disons les termes, allez, voilà. Hein. Ça fait un peu Tim Burton des fois, donc voilà, ça fait... Oui, c'est un style artistique différent de One Piece, que j'ai bien apprécié, parce que ça te plonge quand même très bien dans l'histoire. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, et je répète, mon manga, Wolfus, 31 octobre. Oui, sur Manga Draft. Allez, ciao.